On a tous appris à l'école qu'une constitution, c'est notre bouclier, notre protection ultime contre les abus de pouvoir. Mais, et si cette idée, qui est quand même le fondement de nos démocraties, n'était en réalité qu'une belle illusion? C'est la question, un peu provocatrice, qu'on va explorer ensemble aujourd'hui en se plongeant dans un essai de Stefan Jeyers. Pour bien planter le décor, on commence avec cette citation de Hans Hermann Hoppe qui est reprise dans la source. Et attention, elle donne le ton. Elle ne nuance pas, elle renverse carrément la perspective. La Constitution n'aurait pas été faite pour protéger le peuple du roi, mais bien pour protéger le roi du peuple. C'est une idée assez radicale, on est d'accord. Mais gardons-la bien en tête, parce que c'est la clé de toute l'analyse qui va suivre. Bon, alors, pour bien comprendre cette vision des choses, il faut d'abord revenir à la question de base que pose l'auteur. À quoi ça sert une constitution? Quelle est sa structure, sa finalité, dans une société qui se dit libre? Et voilà le premier argument qui est posé. Pour l'auteur, le lien est quasi automatique. Chercher à avoir une constitution, c'est chercher à avoir un État. Et cet État, une fois qu'il est là, légitimé par ce fameux texte fondateur, eh bien il finit toujours par demander une chose, la soumission. D'accord, mais si la Constitution mène à ça, comment se fait-il qu'on la voit presque tous comme une sorte de bouclier protecteur? C'est justement là que l'auteur introduit son idée principale, l'idée de l'illusion. En fait, on a ici deux visions qui s'opposent totalement. D'un côté, il y a la vision classique, celle qui rassure. La Constitution est un rempart, elle sépare les pouvoirs, elle nous protège. Et de l'autre, on a la critique de l'auteur, qui est beaucoup plus dure. Cette protection ne serait qu'une façade, une sorte d'illusion, qui en réalité sert à donner une fausse légitimité au pouvoir de l'État. Pour qu'on comprenne bien cette idée d'illusion, l'auteur utilise des images assez parlantes. La première, c'est celle du bel arc-en-ciel. La Constitution serait comme ça, quelque chose de magnifique à regarder, presque miraculeux, mais qui au fond n'est qu'une illusion d'optique cachant la réalité, parfois un peu grise, du pouvoir. Deuxième image, un phare de dignité. Vous voyez l'idée? C'est comme du maquillage, un produit cosmétique qu'on appliquerait sur le visage de l'État pour lui donner un air respectable, pour le rendre plus présentable qu'il ne l'est vraiment. Et enfin, la métaphore la plus directe, la plus crue, un cache-sexe. L'image est forte, mais l'idée est simple. La Constitution ne servirait qu'à dissimuler la vraie nature du pouvoir étatique, une nature qui serait, selon lui, brutale et basée sur la contrainte. On arrive maintenant au cœur de la critique. Si la Constitution n'est pas un bouclier pour nous, le peuple, alors c'est quoi? Eh bien, l'auteur suggère qu'elle devient en fait un outil pour l'État. Tout l'argument repose sur une question qui est vieille comme le monde, posée à l'origine par le poète latin Juvénal, Quis custodiet ipsos custodes, qui garde les gardiens? En d'autres termes, si la Constitution est censée limiter l'État, qui va vérifier que l'État respecte vraiment ses limites? Le problème, selon l'auteur, c'est qu'il y a un conflit d'intérêts majeur. Le Conseil constitutionnel, qui est censé être notre gardien, fait lui-même partie de l'État qu'il doit surveiller. L'auteur prend un exemple récent, l'état d'urgence sanitaire. Selon lui, c'est un cas où la Constitution a été bafouée sans que ça ne provoque de grande opposition populaire. Pour lui, c'est bien la preuve que cette protection est très très fragile. La conclusion de cette critique est donc assez radicale. Au lieu d'être l'arme du peuple pour se défendre, la Constitution deviendrait en fait l'arme de l'État pour légitimer et même renforcer son propre pouvoir. Bon, face à un constat aussi critique, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on abandonne toute idée de règle commune? Pas du tout, selon l'auteur. Il propose une alternative qui n'est plus basée sur l'État, mais sur l'accord mutuel. Il nomme son alternative la Constitution de la liberté. L'idée est à la fois simple et radicale. On remplace le grand contrat social, un peu imposé à tout le monde, par une multitude de petits accords, mutuels et explicites. Et le plus fondamental de ces accords, ce serait un contrat de service. Imaginez ça comme un contrat entre le propriétaire d'un lieu et un résident. Concrètement, comment ça fonctionnerait? Eh bien, imaginez, chaque territoire a un propriétaire. Ça peut être une personne, une asso, une entreprise. Ce propriétaire, il propose des services, un logement, la sécurité, etc., à des résidents libres. Et la constitution de cet endroit, ce n'est rien d'autre que le contrat de service qu'ils signent ensemble. C'est ce contrat qui définit toutes les règles du jeu, noir sur blanc. Et ce qui est vraiment important ici, c'est que dans ce modèle, c'est tout un réseau de contrats privés qui vient remplacer complètement le besoin d'avoir une constitution d'État unique et imposée à tous. C'est la seule et unique constitution que l'auteur juge nécessaire pour une société qu'il qualifie de vraiment libre. Cette vision, en fait, elle ne sort pas de nulle part. Elle s'ancre dans une pensée plus ancienne, et l'auteur le montre avec cette citation de Frédéric Bastiat. L'idée, c'est que la propriété n'est pas un droit créé par la loi, c'est un droit qui existe avant la loi. Le rôle de la loi, du coup, ce n'est pas de créer des droits, mais juste de garantir ce qui existe déjà, comme le droit de propriété. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question.
Une question fondamentale qui résume bien toute la tension de cet essai. Finalement, le but de la loi, est-ce que c'est d'accorder des droits, comme le ferait un État à travers une constitution, ou est-ce que son but est simplement de protéger des droits qui préexistent, comme la propriété dans un accord privé? La question, bien sûr, reste ouverte.